Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, le sort des générations à venir dépend étroitement de nos actes. Il y aura un effondrement de la population. Pourquoi ? Parce qu'il y a les limites planétaires ont été atteintes. Et cette année, on a atteint toutes les limites planétaires que malheureusement on avait sur Terre. Et donc, la croissance infinie n'arrive pas. La moitié de la population actuelle, ou plus, va mourir dans les 15 ou 20 ans. Le problème, c'est qu'on a des gens qui pensent que c'est pas encore vrai. J'ai mis des mois et des mois à faire cette vidéo et je sais toujours pas si je vais la publier. C'est le genre de vidéo que j'ai jamais fait sur Internet. D'ici 2030, dans 6 ans, ça va marquer un tournant énorme dans l'histoire qu'on connaît du monde. Et on ne vivra plus du tout comme on a eu l'habitude de vivre. Et ça, c'est le temps de pouvoir en prendre conscience. On n'est plus dans des spéculations de « Ah, peut-être, 2010 ou 2012, la fin du monde ». Là, c'est réel, ce qui est en train de se passer. Et j'aimerais vraiment que les gens arrivent à ouvrir les yeux. Mais pour pouvoir vous expliquer ce que j'ai réalisé et pourquoi 2030, c'est la fin du monde, il faut qu'on revienne quelques mois auparavant. Le 30 novembre 2021, j'ai reçu un email qui allait bouleverser ma vie. Et à ce moment-là, je n'en savais absolument rien. Le email provenait d'un certain Jonathan qui travaille dans une boîte de production suisse et qui me parle pour la première fois du projet Conséquences. Ce projet vise à mêler science et YouTube pour rendre accessible sur YouTube des notions d'environnement, d'envergure et sensibiliser les gens à prendre conscience de la réalité du monde dans lequel on vit. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Et après quelques appels vidéo avec Jonathan, j'ai adoré échanger avec lui. Je lui parle bien de mes connaissances et de mon expérience en écologie qui est zéro, nul, inculte, absolument aucunement renseigné sur ce domaine-là. Et il me conforte dans l'idée que l'objectif n'est pas de devenir une nouvelle Greta Thunberg, vous savez, la plus jeune militante écologiste du monde, connue pour avoir initié plusieurs mouvements afin de lutter contre le réchauffement climatique, entre autres. Mais l'objectif est bien de partager son état d'esprit, de ses prises de conscience en vivant une expérience. Et moi qui prends plusieurs fois l'avion par année, je lui parle alors de l'idée de traverser le 2e pays le plus grand du monde, le Canada, en train. D'ailleurs, la vidéo est disponible sur YouTube et le lien se trouve en description. Et suite à cette vidéo, j'ai réalisé que prendre le train, c'est vraiment long, mais c'est vraiment moins pratique que de prendre l'avion. Mais j'ai surtout réalisé que c'était pas vraiment la destination qui comptait, mais plutôt le chemin parcouru et l'aventure vécue pour arriver jusqu'à la destination finale. Et suite à cette expérience, fin 2022, Jonathan m'envoie un second email m'informant qu'il y aurait une saison 2 au projet Conséquences et qu'il aimerait beaucoup que j'en fasse partie. Et cette fois-ci, c'est lui qui me propose une idée, aller visiter une île révolutionnaire, Samsø, au Danemark. Et je n'ai absolument aucune idée de ce qui m'est passé par la tête à ce moment-là. Ça, je vous le confirme. Mais j'ai répondu, quelle merveilleuse idée, allons-y. Et la seule chose que j'avais en tête, c'était le titre de la vidéo. J'ai visité l'île la plus révolutionnaire du monde. Et le départ est prévu pour le 24 octobre 2023. Me voilà prête pour l'aventure. J'ai préparé ma valise et c'est parti pour 5 jours d'aventure. Étant donné qu'il s'agit d'une vidéo pour parler d'écologie, prendre l'avion n'est évidemment pas envisageable, donc on va faire le trajet en train. De Nice à Genève, de Genève à Lausanne, de Lausanne à Bâle, de Bâle à Hambourg, de Hambourg à Paris, ouais, c'est long. Et on est parti pour 28 heures de trajet. Je suis stressée, mais je suis super excitée. C'est génial. Waouh, je sais pas comment je viens de passer. Il y a Jonathan, juste ici, avec qui je voyais. Et il vient de me donner ça. Genre, c'est quoi? C'est toi qui l'as fait? Moi qui l'ai fait, mais j'ai fait faire. Mon Dieu, je suis capable de faire ça. Je pense que je serais déjà en train d'avoir un magasin dans le Vieux-Port de Montréal sans vendre ça aux touristes. Et en 28 heures, on en a vécu des péripéties. On s'est trompé de train plusieurs fois. Quoi? Je sais même pas si on était à la bonne place. Mais on a repris le bon. Bref, on est arrivé à destination. Arrivé au Danemark, direction Samsø. Jonathan, c'est là. C'est incroyable, mais on dirait que j'ai pas la force d'être heureux. Je veux une musique genre de célébration. On est au bord du Titanic. Ça y est. C'est pas le mot Titanic, c'est un bateau. À ce moment-là, j'ai toujours l'impression que je vais visiter l'île la plus révolutionnaire du monde. Mes attentes sont super hautes. C'est de pire en pire la mer, genre. C'est de pire en pire. Ça bouge tellement. Heureusement que j'ai pas le mal de mer. Comment tu vas?
apparemment que c'était une mer intérieure calme. Waouh, sinon j'ai un sac. Et je vous ai quand même pas précisé ce qu'était Samsø. Samsø est une petite île au cœur du Danemark qui est un aperçu d'à quoi pourrait ressembler notre avenir énergétique. Tout comme la plupart des villes que l'on connaît aujourd'hui, Samsø était dans les années 90 dépendante du pétrole et du charbon, qui fait partie des ressources les plus polluantes au monde. Mais en 1997, les habitants de l'île ont décidé de devenir 100% verts et de protéger la planète et l'avenir de leurs habitants. Comment ? Ils ont compris les conséquences négatives d'utiliser des combustibles fossiles, comme le pétrole entre autres, j'y reviendrai dans quelques minutes, et ont décidé d'investir dans des éoliennes et des systèmes de chauffage écologiques. Ce qui veut dire qu'ils n'ont plus besoin ni de centrales nucléaires, ni de produits chimiques pour vivre, pour avoir de l'électricité. Et ils ont simplement besoin de vent, de soleil et de ressources qui est disponible en quantité illimitée sur la planète et qui ne s'épuisera jamais. Les habitants ont créé une économie locale plus forte et un environnement plus sain pour grandir, travailler et vivre. Samsø est devenu un modèle mondial parce qu'ils font partie des seuls à avoir implanté un système de cette manière. Waouh, au milieu de nulle part. Oh. C'est fou. C'est fou. Sur place, le moyen de transport à notre disposition, le vélo. Je vous avoue que je suis pas du tout 100% familière avec le vélo, bien que j'adore en faire, mais après plus de 28 heures de voyage, j'ai zéro envie de pédaler. Et pourtant, c'est ce qu'on a dû faire pendant 5 jours. Sur place, on rejoint Stéphane, qui est un ingénieur suisse et un professeur en énergie renouvelable et qui était en voyage à Samsø avec ses étudiants en économie, en ingénierie et en tourisme éco-responsable pour les sensibiliser sur le fonctionnement de l'île. Et en quelques secondes, voici son portrait. Stéphane a un doctorat en économie sur l'analyse D'un point de vue du développement durable, des modes de production de l'électricité, et c'est un professeur responsable du management de l'énergie à l'Institut Entrepreneuriat et Management en Valais, en Suisse. Depuis plus de 10 ans, il dédie sa vie à enseigner, Sensibiliser les autres aux enjeux environnementaux au niveau planétaire et s'efforce de proposer toujours de nouvelles solutions afin de préserver notre environnement, la biodiversité et éviter des catastrophes climatiques. Et là, c'est l'endroit où il vit, avec Sarah, sa compagne. C'est un agriculteur de formation et Stéphane et Sarah vivent simplement. Avec des animaux, ils cultivent leurs propres plantes pour les transformer en cosmétiques et s'assurent de ne créer que peu d'impact environnemental en refusant de prendre l'avion et en se déplaçant par des moyens qui ne dégagent que très peu de CO2. Bref, le genre de vie que l'on devrait tous avoir et qui devrait servir d'exemple pour pouvoir sauver notre planète. Quand je dois être tout à fait honnête, je vous avoue que les jours qui ont suivi pour moi ont été de plus en plus difficiles. Je suis créatrice de contenu de divertissement et depuis toujours sur YouTube, mon objectif a été de faire rire les gens. Et je me suis enfermée dans ce personnage partageant très peu d'opinions personnelles et ma seule obsession durant ces dernières années était de faire rire les gens. Et j'ai été prise au piège. À Samsø, j'essayais tant bien que mal de trouver des choses drôles à dire, à faire, à partager, à filmer. Dans des poubelles avec des poignées. Genre ça là, c'est révolutionnaire. Et j'ai été complètement déçue parce que finalement, il y avait rien de drôle ici. C'est une île tout à fait banale. Bon, il y a juste cette femme qui l'est un petit peu moins. Les amis, je vous présente Mirella. C'est vrai ça. Et à part ça, je voyais absolument rien de révolutionnaire visuellement qui me permettrait de pouvoir créer une vidéo humoristique, une vidéo divertissante pour les gens. Et là, je me retrouvais un peu embêtée parce que je venais pour créer une vidéo. Et j'ai longtemps parlé avec Jonathan sur le fait que le voyage était top, mais que pour moi, il y aura pas de vidéo parce que je peux rien montrer aux gens. Il y a rien de drôle, j'ai pas de contenu. Alors, j'ai trouvé parfois le temps un peu long et j'ai quand même pris la décision de participer aux activités que Stéphane avait organisées pour ses étudiants et de vivre cette aventure comme si j'étais un étudiant en énergie renouvelable et qu'il fallait que je m'instruise le plus possible pour sauver le monde. Parce que rendu là, j'avais plus que ça à faire. Sinon, je vais être bien honnête, je me serais emmerdée sur l'île. Il n'y avait vraiment rien à faire. Et le second problème auquel j'ai fait face, c'est que je suis tombée dans mon propre piège. À Samsø, j'ai rencontré des jeunes confrontés à une dure réalité écologique. Leur désarroi face à l'avenir de notre planète m'a profondément touchée. Et en parlant à quelques-uns étudiants, j'ai eu les larmes aux yeux et les sanglots qui me montaient très facilement. Parce que quand je voyais ces jeunes de 20 ans être super pessimistes face à l'environnement, je me disais comment ça se fait que moi j'ai pas réalisé ça. Alors après avoir discuté avec eux, et pour me forcer à comprendre ce qu'ils avaient réalisé, j'ai fait un exercice très simple, très de base. Pour essayer de comprendre, en un exemple très simple, ce qu'on a besoin comme ressource pour allumer la lumière chez soi. Pourquoi de la lumière ? Parce que simplement en cliquant sur un bouton, ça allume toutes les lumières de la pièce. J'espère que vous êtes prêts, asseyez-vous confortablement et bonne prise de conscience. Pour avoir de la lumière, on a besoin d'un interrupteur.
qui lui est fabriqué de plastique, qui lui a besoin de pétrole pour être fabriqué. Ensuite, on a besoin d'une ampoule qui, elle, est fabriquée à partir de matériaux tels que le verre, le plastique, le tungstène, bref, et leur production nécessite de l'énergie, souvent issue de ressources naturelles comme des minerais, pétrole, plastique, etc. Et pour relier les deux, on a besoin d'électricité, qui est générée en Europe par des centrales nucléaires, qui, elle, nécessite de l'uranium comme combustible, et l'uranium doit être extrait d'uranium et raffiné et enrichi avant utilisation. Une centrale nucléaire nécessite également de beaucoup d'eau pour le refroidissement, mais aussi des tuyaux, des cylindres pour acheminer l'eau, bref, du cuivre, du métal, etc. Mais aussi, elle nécessite de matériaux de construction comme l'acier, le béton, bref, des pierres, des roches. Leur construction et le fonctionnement nécessitent de la main-d'œuvre qualifiée et de l'énergie, du sable, du pétrole, encore une fois. Donc on a besoin d'humains, de camions, de pétrole, de véhicules, Bref, on a besoin de tout ça pour simplement allumer la lumière chez soi. Le problème dans tout ça, c'est que la population sur la planète est grandissante et on a donc besoin de plus en plus d'hommes, de construction et d'énergie et de nourriture pour loger, nourrir et fournir les besoins vitaux de tous. Et le moyen actuel qu'on utilise pour y arriver, c'est en creusant. Pour construire ça. Il y a des analystes scientifiques américains, Dennis et Donella Meadows, qui ont créé une courbe appelée la courbe de Meadows dans les années 70, et ce graphique a secoué vraiment le monde dans ces années-là, et est toujours super pertinent aujourd'hui. En gros, c'est comme un avertissement qui dit « Attention, si on continue comme ça, on risque de se heurter à des limites sérieuses ». Le truc avec la courbe de Meadows, c'est qu'elle prédit que si on ne change pas de notre manière de consommer et de vivre, on va atteindre un point où nos ressources vont commencer à s'épuiser rapidement, entraînant une chute de notre économie et de notre bien-être. C'est un peu comme rouler à fond dans une voiture sans jamais vraiment vérifier le carburant, et un jour, le réservoir est vide, et là, c'est la panne. Et imaginez-vous en panne au milieu du désert, sans eau, sans nourriture, avec une chaleur insupportable. Eh bien, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Et je me suis posé la question quels seraient les signes des limites sérieuses qu'on aurait atteintes à notre façon de vivre, et surtout d'ici 2030. Eh bien, je me suis renseignée, j'ai creusé, et je me suis rendu compte que les signes qui nous montreraient qu'on aurait atteint les limites à notre façon de vivre seraient des événements climatiques extrêmes, plus fréquents et plus sévères, tels que des vagues de chaleur, des ouragans, des incendies de forêt et des inondations. Nous pourrions commencer à ressentir des pénuries de ressources clés comme l'eau douce, certains métaux essentiels pour la technologie et peut-être même des interruptions dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Une accélération de la perte de la biodiversité entraînant l'extinction de nombreuses espèces. Des problèmes économiques comme l'inflation, la récession ou le chômage. Une augmentation de conflits liés aux ressources et des migrations massives dues aux changements environnementaux et aux catastrophes naturelles. Et ça, c'est ce que j'ai réalisé lors de mon retour de mon voyage à Samso. Et j'avais tellement d'informations à traiter que je savais pas quoi faire avec tout ce que je venais d'apprendre. Et c'était important pour moi de parler à Stéphane de solutions potentielles à des problématiques que nous risquions fortement de pouvoir faire face durant notre existence. Et de pouvoir discuter avec lui du fait que nous risquions de connaître les moments les plus sombres de notre existence dans les années à venir. Merci Stéphane de la disponibilité. C'était cool, c'était très cool de t'avoir là-bas, donc je suis encore content de répondre à tes questions. Oui, merci. J'ai l'impression que ce que tu en as retiré, c'est aussi un peu de tristesse et d'angoisse en fait. Et tu sais, c'est systématiquement ce que je perçois chez mes étudiants. Ouais. Parce que le premier cours que je fais quand je parle de changement climatique, c'est pas rare qu'on pleure tous ensemble. Ouais. Et ça fait partie d'un apprentissage, mais qui est difficile en fait. Ouais. Et qu'on est tous ensemble, de s'ouvrir sur un moment aussi difficile, ben, on peut se reconstruire, on se fait des câlins, quoi. Ouais. Mais je sais que c'est des situations qui sont un peu dramatiques. Donc voilà. Déjà, au niveau de la courbe de Meadows, donc j'ai fait mes recherches que je ne connaissais pas avant. Dans tes mots, on sache. Qu'est-ce qu'il faut qu'on sache là-dessus? En fait, là maintenant, clairement, Meadows, son rapport, il dit si on ne met pas l'environnement en priorité, ça va s'effondrer. En 74, honnêtement, moi, quand j'ai lu son rapport, c'était troublant. Mais je me suis dit, voilà, c'est un premier rapport. Mais depuis qu'il a tenu à jour et le World 3 qui a été publié en 2011 de mémoire, ça, c'est le truc emmerdant.
Parce que tout ce qu'il a prévu jusqu'à présent est arrivé. Et pour vous tenir au courant, le World 3 est un modèle de la courbe de Meadows qui permet une simulation informatique des interactions entre la population, la croissance industrielle, la production de nourriture et les limites des écosystèmes terrestres. Et si tu regardes les deux courbes, en fait, la courbe en trépied puis la courbe en tréplin, ce qu'il avait prévu c'était en trépied et ce qui s'est avéré c'est en tréplin, il suit exactement les mêmes tendances. Et donc ça c'est le truc vraiment embêtant aujourd'hui. C'est qu'avec Meadows, il nous dit clairement qu'il y aura un effondrement de la population. Pourquoi ? Parce qu'il y a les limites planétaires ont été atteintes. Ma prochaine question pour Stéphane a été de savoir quelles étaient les solutions et surtout s'il en existait. Quoi faire, sachant tout ça ? Tout d'abord, c'est de prendre conscience que comme ça ne peut pas continuer. Ça, c'est le premier truc, le premier échelon qu'il faut. Ouais. C'est parce que si on n'a pas compris que comme ça ne pouvait pas continuer, c'est qu'on n'a pas compris qu'on est malade, donc on n'a pas compris, en fait, comment se soigner. Si on a pris conscience que de toute façon la situation est compliquée et qu'on aura de la peine à trouver une solution, c'est qu'on sait qu'ensemble on est plus fort. Et donc il s'est retrouvé l'esprit du partage et l'esprit de vouloir vraiment coopérer ensemble. On a toutes les techniques qu'il faut pour arriver à faire ce qu'on a envie. Sauf que d'abord il faut parler de partage, de commun, et le deuxième c'est prendre conscience. Et puis après tout le reste, c'est-à-dire d'arrêter le fossile, mais mon Dieu, combien ça va être compliqué. On le sait. On n'a pas de baguette magique. Ça va être très compliqué d'arriver à pouvoir tout ça. Et moi, honnêtement, Delphine, j'ai pas la solution pour arrêter tout ça. Quels sont les défis que la planète ferait face si on manque de pétrole ? Je vole en ULM. Tu sais ce que c'est un ULM ? Un deltaplane. Ouais, Qu'est-ce que c'est ? Un delta. Bon, j'ai un ULM électrique. Ouais. Avec la taille de ma batterie, qui fait à peu près 5 kilos, un peu plus, je peux voler 20 minutes. Si je prends le même ULM, je lui mets un moteur à essence, avec le poids d'essence que j'ai, je peux voler 5 heures. Et là, tu te rends compte de la densité énergétique du pétrole qui est magistrale. On peut faire tellement de choses avec du pétrole. Tu t'imagines, on peut faire voler un avion, quoi, avec 400 personnes dedans, qui pèsent des tonnes, parce qu'on a du pétrole. On n'arrivera jamais à refaire ça sans pétrole. Et donc, il va falloir qu'on apprenne la sobriété et qu'on apprenne à être plus efficace. Et ça, c'est le premier défi pour arriver à passer du pétrole. C'est beaucoup trop dense. L'être humain est devenu une machine parce qu'il a du pétrole. Très compliqué de remplacer ça. Selon les estimations, à l'heure actuelle, quand est-ce qu'on va en manquer ? Alors, si tu veux, on espère qu'on va arrêter d'en consommer avant qu'on en manque. Ouais. Parce que si on doit en manquer, ça veut dire qu'on aura tout extrait et là, on aura un vrai problème de réchauffement climatique. Mais c'est très compliqué de dire quand c'est qu'on va en manquer parce que on a des pétroles qui sont de très mauvaise qualité maintenant qu'on commence à exploiter. Dans ton pays où tu habites. Hein. Les sables bitumineux de l'Alberta. Tu récupères 1,5 litre de pétrole, tu dois en consommer 1. Ok. Donc, t'as même pas 1 litre de pétrole net. C'est des forêts boréales primaires qu'on est en train de massacrer uniquement pour aller chercher 1 demi-litre ou un petit peu plus qu'1 demi-litre de pétrole. Il faut d'abord faire le deuil de tout ça. Les hommes, ils ont fait des choses merveilleuses. Moi, j'ai confiance en l'être humain. Le problème, c'est qu'on a des gens qui pensent que c'est pas encore vrai. Et ça, la première difficulté, c'est la prise de conscience des enjeux qu'on a. Ça, c'est la première difficulté. Le reste, ça va te suivre. Parce que si tu regardes, quand Kennedy a dit « on va aller sur la Lune », on a réussi à lui prendre 3 gaillards de les mettre dans une fusée en 68. Hein. Il n'y avait pas de sécu électronique, il n'y avait rien. Hein. De les faire poser sur la Lune et les faire revenir vivants. Bon, alors, on a été sur la Lune. À partir de là, tout le reste, on est capable de faire. Mais d'abord, il faut savoir que tu es malade. Si tu arrives à faire passer un message, ça va être difficile, hein, parce que je pense que les gens qui te regardent, ils ne te regardent pas uniquement parce que tu es sensible à la problématique de l'environnement. Hein. Mais si tu arrives à toucher 100 000, 200, 300 000 personnes avec un message qui passe, tu leur as mis dans la tête une petite graine qui va faire un baobab. Et ça, c'est super important. Et toutes les révolutions, c'est même pas 5% de la population qui ont réussi à faire changer le monde. Bon, et maintenant, avec toutes ces informations, on s'en va où ? Quoi faire et comment aider ? Si vous vivez dans une grande ville, comme moi, il est important de réaliser que nous sommes les plus gros pollueurs.
Donc il faut encore plus redoubler d'efforts pour cultiver au maximum la sobriété et être conscient de nos choix quotidiens. En premier, posez-vous les bonnes questions au niveau de votre mobilité. Est-ce que les choix que vous adoptez pour vous déplacer sont les moins polluants et les plus verts ? De mon côté, je suis en train de réfléchir à vendre ma voiture et Dieu seul sait à quel point c'est hyper compliqué quand on vit en Amérique du Nord et surtout au Canada, le deuxième pays le plus grand du monde, avec des distances qui sont incroyablement énormes. À traverser, la voiture, c'est genre un indispensable ici. Mais je pense tranquillement à pouvoir faire une transition pour pouvoir vendre ma voiture et essayer de me débrouiller comme je peux. À savoir que dans l'endroit dans lequel je vis au Canada, les transports en commun dans les villes sont développés, mais il y a une très forte lacune des transports en commun, notamment au niveau du train qui utilise encore du diesel, qui est extrêmement polluant. Mais j'essaye de voir finalement mes options pour pouvoir opter pour des moyens de transport un petit peu plus écologiques afin de réduire mon impact en carbone. Également, j'ai pris une très grosse décision qui impacte la suite des choses au niveau professionnel, c'est de pouvoir arrêter toute activité commerciale qui crée un impact énorme au niveau écologique et notamment de la fermeture de ma boutique Five Happy, bien qu'elle a été pensée de manière écologique et de manière saine pour l'environnement. Je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui n'étaient absolument pas saines pour l'environnement, notamment de pouvoir livrer des gens au travers la France ou l'Europe avec des centrales nucléaires qui sont utilisées et avec du pétrole encore présente en France. J'essaye de m'orienter et je vais essayer pour les prochaines années de m'orienter vraiment vers des solutions qui sont 100% écologiques ou qui se rapprochent du 100% écologique. Et pour moi, à l'heure actuelle, une boutique en ligne, même de produits éco-responsables ou bons pour l'environnement, vont un petit peu à l'encontre de cette politique de surconsommation dans laquelle j'essaye de militer de plus en plus. La deuxième chose que vous pouvez faire pour contribuer à préserver la planète, c'est de ne plus consommer de fast fashion. Dites non à la surconsommation. Acheter des vêtements d'une qualité douteuse à quelques euros fabriqués en Chine dans d'abominables conditions pour qu'ils vous durent 2 ou 3 fois avant de se déchirer, c'est la pire décision que vous pouvez prendre. On n'a clairement pas besoin de tout ce qu'on a pour vivre une vie heureuse et essayer de prendre des décisions réfléchies et non sur un coup de tête pour satisfaire un désir de consommation très passager. La troisième chose, c'est d'appliquer la règle du zéro déchet, la règle des 5 R qui à grande échelle pourrait vraiment faire une différence. Refuser, réduire, réutiliser, recycler et rendre à la terre. Et surtout, rappelez-vous que nous sommes les premiers impactés de ces changements climatiques et de cette pollution. C'est nous qui respirons au quotidien l'air toxique de nos villes. Et si une seule personne applique ces solutions, ça ne sert à rien. Mais si nous sommes des dizaines et des centaines à se soutenir, nous allons vraiment changer les choses. Et j'ai confiance. Surtout, je conclurai cette vidéo là-dessus, c'est qu'on est content d'avoir des neveux et nièces, puis on est content de les voir et on est content de les voir sourire, mais on serait content de savoir qu'ils auraient le sourire jusqu'à la fin de leur vie et qu'ils vivraient pas des situations dans lesquelles il manquerait de nourriture ou dans lesquelles il manquerait d'électricité ou qu'ils auraient même plus de chauffage pour pouvoir se réchauffer. Je pense qu'on serait tous contents de pouvoir les laisser dans un monde dans lequel il fait bon vivre et dans lequel on est heureux de vivre. Je vais vous laisser sur une réflexion que j'ai eue récemment. On aura beau avoir des millions d'euros ou des millions de dollars dans notre cercueil ou à notre retraite pour pouvoir voyager le plus possible et en léguer le plus possible à nos enfants et nos petits-enfants. Mais qu'est-ce qu'ils feront avec ces millions sur le compte si on les laisse vivre dans une planète qui ressemble à ça? Ce qui est super important, c'est comme ça que je vois ma vie. C'est pas ce que je fais maintenant. C'est la dernière fois que je vais fermer les yeux pour de vrai, c'est-à-dire un jour je vais mourir. Est-ce que j'aurais essayé de faire tout ce que j'ai pu?